La tension, elle monte à l'échelle du continent, pas seulement entre la Russie et l'Ukraine. Ce sont les nouvelles qui viennent du Royaume-Uni, qui va construire jusqu'à 12 sous-marins nucléaires d'attaque, 6 usines de munitions, annonce faite par le Premier ministre britannique Starmer dans le cadre de son engagement à réarmer le pays devant la menace de la Russie. Regardez ces images, il s'exprimait sur un site de production à Glasgow, en Écosse. Et il détaille une stratégie pour faire du Royaume-Uni une nation prête au combat et équipée. Il y a un sentiment d'urgence, j'allais dire de panique, c'est peut-être exagéré, mais l'impression qu'on veut rattraper très vite. Oui, très vite, c'est beaucoup. Pour eux, surtout. 12 sous-marins nucléaires. C'est une révolution. C'est simplement le double de ce que la France a. La France vient de renouveler ces sous-marins nucléaires d'attaque. Elle a parmi les meilleurs sous-marins nucléaires d'attaque du monde. C'est pas parmi les meilleurs. Les meilleurs, on est d'accord. Barracuda, c'est d'un. Il n'y a pas plus nationaliste que Xavier Tuttelmann. Au moins avec c'est lui, vraiment les plus modernes du monde, ça y a pas de doute. Voilà. Donc on en a 6, mais là, eux, ils veulent en faire 12. Alors peut-être qu'ils en vendront depuis AUKUS 2-3 aux Australiens, parce que visiblement les Américains ne sont pas prêts de livrer aux Australiens ce qu'ils leur ont promis. Mais c'est quand même énorme. C'est la Grande-Bretagne qui revient à sa tradition d'avoir une très puissante Royal Navy. Ça. Et ça vaut peut-être contre la Russie, parce qu'il y a pas seulement... on ne parle pas du tout là, de la Baltique, parce que la Baltique n'est pas profonde, et donc ce n'est pas une mer pour sous-marins, mais on parle évidemment de Mourmansk, mais on parle aussi d'une politique britannique de l'Indo-Pacifique, justement, avec ses alliés néo-zélandais, australiens, américains, et c'est vraiment le retour... C'est drôle que ce soit un travailliste qui fasse ça, le retour à la Royal Navy, comme elle était encore puissante du temps de la conservatrice Thatcher. Regardez, ça vous fait plaisir. On sent que Renaud Girard, il rayonne là. Voilà. On revient aux fondamentaux. Regardez, c'est la révolution, hein. Enfin, franchement. Vous imaginez l'Allemagne qui annonce un programme de 100 milliards pour construire notre ami Schmerz, de 100 milliards plus la plus grande armée d'Europe, et les Britanniques qui font... Il n'y a pas que ça, il y a 6 usines d'armement, de production de munitions là, qu'il veut construire. On a l'impression que les canines repoussent. Hein. Les canines repoussent chez ces gens-là. Et d'ailleurs, c'était assez marrant parce que dans votre interview avec Lindsey Graham, il a dit Poutine a uni en fait et l'OTAN et l'Europe. D'ailleurs, félicitations, une excellente interview, vraiment, c'est extraordinaire. Parce que je crois que Lindsey Graham, c'est l'homme clé actuellement aux États-Unis. Parce que c'est lui qui pousse maintenant sur Trump, c'est lui qui le menace même de passer sa loi. Il a dit, il a 82 députés, des sénateurs, et donc il peut voter cette loi, même si la Maison-Blanche n'est pas contente. Et donc, bien évidemment, regardez, la Grande-Bretagne fait ça. L'Allemagne fait ça. Les États-Unis annoncent aussi, même Trump nous annonce 1 trillion de budget militaire. Il nous annonce un programme de réorganisation des missiles nucléaires de presque 200 milliards. En fait, c'est la folie. Hein. Prêtez bien attention aux mots de Keir Starmer. On va l'entendre. Ce que dit le Premier ministre britannique est extrêmement vertigineux parce qu'il parle d'une menace qui est grave, immédiate, et il dit plus imprévisible que jamais. Peut-être que cet adjectif imprévisible est le plus significatif. La menace à laquelle nous faisons face aujourd'hui est plus grave, plus immédiate et plus imprévisible que jamais depuis la guerre froide. Nous sommes confrontés à une guerre en Europe, à de nouveaux risques nucléaires, à des cyberattaques quotidiennes, à une agression croissante de la Russie dans nos eaux qui menace notre espace aérien. Leurs actions imprudentes augmentant le coût de la vie ici, chez nous, créant des douleurs économiques et touchant durement les travailleurs. Marion Van Rijsselghem, le retour du Royaume-Uni, comme disait, du Royaume-Uni guerrier, vraiment guerrier. Oui, on a plein de signes de mini-révolution, et Renaud et Sergueï l'ont très bien dit. C'est que d'une part, on a un travailliste qui tient un discours de conservateur britannique, et on a en Allemagne un Merz qui est de la CDU, le parti le plus otanien pro-OTAN de l'Allemagne, et qui finalement prononce ce discours insensé où il dit « Je n'aurais jamais imaginé prononcer à la télévision le fait qu'il fallait que l'Allemagne soit indépendante des États-Unis ». Et donc on a quand même plus toute l'Europe qui se réarme, la Pologne qui rentre dans le jeu, alors même malgré l'échec du président
pro-TOSC, mais ça ne change pas grand-chose parce que de toute façon, conservateurs, nationalistes... Les Polonais sont pas spécifiques. Tous les Polonais sont anti-russes. Ils sont anti-russes, quoi qu'il arrive, donc ça ne change pas grand-chose fondamentalement. Plus ce quatuor assez original et inventif qui est en train de se mettre en place avec les Britanniques, les Allemands, les Français et les Polonais. Enfin, tous les signes, on a l'impression que toutes les lumières rouges sont en train de s'allumer en Europe. Et comme le disait en effet Lindsey Graham dans cette interview passionnante, lui-même parle comme un Européen, c'est de dire grâce à Poutine, il dit pas grâce à Trump, mais on le pense aussi, grâce à Poutine, grâce à Trump, l'Europe en fait est obligée de se réveiller. Et c'est vraiment ce qui se passe avec ce double bouleversement géopolitique qui est d'un côté l'évidence de la menace d'une Russie expansionniste, ouvertement impérialiste et expansionniste, et d'autre part la menace d'un retrait américain. Et demain, Marion, Emmanuel Macron va en Italie voir Meloni pour transformer le quatuor dont vous parlez en quintette. Parce qu'évidemment, l'Italie... C'est vrai qu'on attendait un peu l'Italie. Macron va la voir demain, exprès. C'est pour cette raison qu'il va voir Meloni, pour effectivement construire plutôt un quintet européen, puisque, on le sait, l'Italie a une très bonne industrie de défense. Un des quintettes, parce que vous n'oubliez pas les pays scandinaves, plus les pays baltes, et qui eux aussi sont en train de... La Finlande a une armée bien sûr très fournie. Ouais. Après, Écoutez de quelle façon la marine britannique vante ces nouveaux sous-marins. les ouvertures sur le dessus. Voilà, donc ces sous-marins commenceront à remplacer la classe Vanguard à partir des débuts des années 2030, assurant la sécurité du Royaume-Uni grâce à notre dissuasion nucléaire continue en mer. Il faut rappeler, les sous-marins britanniques ont dit qu'ils ont cette pratique assez particulière à eux. Je crois qu'ils sont 4. Et chacun a une lettre de dernier engagement où le Premier ministre britannique signe. Ça, ce que vous avez montré, ce sont des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, toujours un dans l'eau, on ne sait pas où, pour pouvoir faire la riposte nucléaire si l'Angleterre était attaquée. Et par ailleurs, vous avez les sous-marins nucléaires d'attaque, c'est-à-dire qu'ils sont à propulsion nucléaire, c'est-à-dire qu'ils peuvent rester 15 jours dans le détroit de Gibraltar ou dans le détroit de Malacca, là, près de Singapour, à 50 mètres sous l'eau, sans bouger. Et donc, en fait, ils peuvent interdire un seul sous-marin nucléaire d'attaque, interdit le passage à Gibraltar. Il est très tranquille, à 50 mètres ou 100 mètres sous l'eau, et personne peut le déceler. Il ne fait aucun bruit, puisqu'il est il n'a pas à aller à remonter pour prendre de l'air, puisqu'il est à propulsion nucléaire. Moi, je suis frappé du fait que ces pays, tout à coup, donnent l'impression d'avoir peur pour eux-mêmes. Bien sûr, ils aident toujours l'Ukraine, mais on les entend moins. Évidemment, ils parlent d'Ukraine, mais en réalité, ils ont de plus en plus peur pour eux-mêmes. En stratégie géopolitique, il y a ce qu'on appelle les SLOC, les Sea Line of Communication. La garantie d'avoir une capacité de s'approvisionner en énergie, en produits chinois, américains, etc., c'est absolument fondamental. On se souvient du blocus que les Allemands ont voulu faire sur la Grande-Bretagne. C'est justement pour éviter que Taïwan puisse subir ça, que l'Australie puisse subir ça, et que les Anglais soient finalement avec leurs infrastructures qui soient coupées et tout le reste. Donc stratégiquement, l'Angleterre reste une île. Ils étaient quand même très très affaiblis. Leur dissuasion nucléaire était également relativement affaiblie. Donc là, c'est simplement un retour au niveau qu'ils n'auraient jamais dû quitter. Faisons plaisir quand même à Xavier Titelman, parce que quand même, c'est français, monsieur. Voyons ce qui est français. C'est le 4e des 6 nouveaux sous-marins nucléaires d'attaque français, réalisé par Naval Group dans le cadre du programme Barracuda. Le De Grasse est sorti mardi de son hall de construction à Cherbourg. Dites-nous quelques mots de ce sous-marin, parce que dans le dispositif français, il va jouer un rôle important. J'ai visité le Suffren il y a 1 mois. Donc c'est le chef, c'est le premier de la série. Donc c'est des sous-marins qui sont super modernes à l'intérieur. Non seulement, évidemment, comme l'a expliqué Renaud, il y a une possibilité de rester très très silencieux. C'est-à-dire que même la centrale nucléaire est sur des coussins d'air en lévitation, c'est absolument incroyable. Donc on fait moins de bruit que le bruit ambiant de la mer. Il y a des capteurs qui sont dans tous les sens, mais il y a également maintenant des missiles de croisière à changement de milieu. C'est-à-dire que tout en restant en immersion, on est capable d'avoir une sorte de petite torpille qui va sortir. Quand elle arrive à la surface, c'est capable d'aller taper à plus de 1000 km de distance. On peut avoir des torpilles
qui vont... En volant, alors? En volant, oui. Ah oui, on a aussi des... à voler, d'accord. Oui, ils changent de milieu et ils volent au-dessus. On a aussi des torpilles qui sont capables d'aller naviguer sur des dizaines et des dizaines de kilomètres jusque dans un port au ralenti. Donc les torpilles sont plus comme avant, un truc qui va tout droit. Elles sont capables de naviguer. Et ils ont aussi la possibilité, ce qu'on voit ici, c'est le sas de sortie des commandos. C'est-à-dire que par le passé, les commandos, ils devaient passer par des sortes de trappes qui étaient toutes petites, qui étaient les sorties de torpilles. Maintenant, ils peuvent vraiment sortir par des environnements qui sont spécifiquement conçus pour ça, avec des sortes de scooters sous-marins. Donc c'est l'appareil à tout faire, autant pour attaquer que pour conduire des opérations discrètes. Et vous savez, il y a certains spectateurs, quand ils regardent tout ça, ils se disent, ça y est, le monde se militarise, c'est la folie qui s'est emparée de tout le monde, enfin ils racontent n'importe quoi, les Anglais veulent s'armer. Je vous rappelle que les Angleterres, on a passé ça sur nos plateaux. Ils ont constaté que les Russes étaient constamment autour de l'Angleterre. Ils les ont espionnés. Ils ont espionné les champs de leur éolienne. Ils ont espionné leurs sorties de port, leurs bases militaires. Ils ont eu des espions au sein de l'Ukraine. Donc en fait, c'est la réponse à la guerre hybride, Gerasimov-Poutine, qu'ils mènent depuis plus de 15 ans. Marion Van der Zalm, la question que je vous posais tout à l'heure, est-ce que vous sentez, vous, monter cette inquiétude vraiment égoïste, c'est normal, chaque pays se cherche d'abord, c'est la première mission d'un pays, à se défendre lui-même. Certainement. Alors, il y a des pays plus concernés que d'autres, et notamment, évidemment, les pays baltes, les pays plus proches de la Russie, qui ont alerté sur le danger russe depuis toujours et qu'on a tardé à écouter, qui ont sonné l'alarme sur la volonté véritablement expansionniste de Vladimir Poutine, auquel la vieille Europe avait du mal à croire et ne voulait pas croire. Mais c'est une crainte qui est en train de gagner toute l'Europe. Donc il y a à la fois un désir de protection individuelle et en même temps la prise de conscience quand même de tous les services de renseignement européens que le projet de Vladimir Poutine est de s'en prendre après l'Ukraine, voire parallèlement à un pays balte, à la Finlande, non pas pour l'envahir, mais en tout cas pour tester l'article 5 de l'OTAN, constater que peut-être s'il n'y a pas de réaction, c'est une manière de désunir et de contribuer à désunir les États-Unis de l'Europe. Et donc, il y a une prise de conscience collective et pas seulement un désir de se protéger nationalement.